Je porte le nom de Marguerite. Avant que je ne vous relate comment mon petit-fils, cet enfant que le monde entier condamnait au mutisme éternel, est devenu mon sauveur, je vous invite à vous installer confortablement. Ce qui va suivre est le récit d'une nuit qui n'en finit pas de résonner dans mon âme. Je réside seul dans une vieille demeure de caractère située aux confins d'une grande cité polonaise. Mes fenêtres s'ouvrent sur une cour pavée où trônent deux marronniers centenaires, gardiens de mes souvenirs d'enfance et de mes secrets les plus lourds. Depuis le départ définitif de mon époux, je conserve cette habitude amère. Infuser du thé pour deux et disposer une seconde tasse sur la nappe de lin, comme s'il allait soudainement franchir le seuil, secouer la bruine de son manteau et s'asseoir en face de moi. Mais les années ont passé, et le silence est devenu mon seul compagnon. J'ai un fils unique, Marc. Il fut jadis la prunelle des yeux de son père, et j'ai consacré ma vie à dissimuler ma propre fragilité derrière ses réussites fulgurantes. Il a terminé ses études avec les plus grands honneurs, a conquis un poste de prestige dans le quartier d'affaires de Varsovie, et s'est uni à Chloé. Dès leur union, Chloé m'est apparue d'une froideur insondable. Elle affichait des sourires d'une perfection de porcelaine, m'appelait « maman » avec une voix sirupeuse, mais son regard reflétait une avidité qui me glaçait le sang. Cependant, une mère se doit de rester stoïque, n'est-ce pas? Quelques années plus tard, leur fils est né, mon Mathias. Lorsque je l'ai pris contre mon cœur pour la première fois, j'ai ressenti une étincelle que je ne saurais nommer. C'était comme si son petit souffle venait apaiser les tourmentes de mon existence. Mathias était un enfant d'une beauté angélique, d'un calme inquiétant. Les mois s'écoulaient et il ne prononçait aucun son. Pas un gazouillis, pas un murmure. Les sommités médicales de toute la Pologne parlaient de retard cognitif ou de traumatisme psychologique. Finalement, l'étiquette de « l'enfant muet » s'est fixée sur lui comme un stigmate. Marc et Chloé multipliaient les consultations chez les spécialistes et les thérapeutes, rentrant chaque soir plus exténués et hostiles l'un envers l'autre. Mathias grandissait en nous observant de ses immenses yeux sombres, enfermé dans sa forteresse de silence. Il communiquait par des gestes imperceptibles et par des étreintes là où d'autres auraient crié leur joie. Pour la société, il était déficient. Pour moi, il était simplement habité par une vérité que nous ne savions pas entendre. Avec le temps, la discorde entre Chloé et moi est devenue une évidence. Parfois, je surprenais leur conciliabule dans la pénombre de la cuisine alors qu'ils me croyaient plongé dans le sommeil. Elle suggérait à Marc que mon appartement était un espace gaspillé pour une femme seule, qu'il pourrait le liquider pour s'offrir une résidence de luxe et me confier à un établissement de soins en périphérie. Je ne suis pas naïve. Je sais comment on masque la cruauté sous des mots de protection, mais je connaissais le timbre de voix de Chloé. Sec, dénué d'empathie, comme si elle rédiguait un acte de malveillance financière. Récemment, ils m'ont informé qu'ils s'apprêtaient à partir pour une croisière fastueuse. Ils prétendaient en avoir besoin pour oublier le stress constant causé par Mathias. Un voyage sur l'océan, des réceptions de gala, de la musique et des plaisirs éphémères. J'écoutais leurs projets en silence, un pressentiment me lacérait le cœur. Ce n'était pas de l'envie, mais la sensation étrange qu'ils cherchaient à s'affranchir de tout lien moral. « Maman », m'a dit Marc un soir, « nous sollicitons ta bonté. » Je savais ce qui allait suivre. Ils voulaient que je garde Mathias durant leur périple. Chloé a ajouté avec une fausse douceur. « Toi seul sais comment l'apaiser. Il sera mieux ici, loin du tumulte. » Nous avons convenu qu'ils déposeraient l'enfant le matin même de leur départ. Le matin de ce voyage, je me suis levée bien avant l'aube, le cœur serré par une angoisse sans nom. Dès les premières lueurs du jour, j'ai ordonné la chambre de mon petit-fils, des draps de coton frais, son plaid fétiche et les quelques jouets que je conservais pour lui. Quand la sonnette a brisé le silence, mes mains se sont mises à trembler. Marc est entré en portant les bagages de Mathias. Chloé s'est glissée derrière lui, dégageant un parfum de marque dont le prix dépassait mes économies. Mathias marchait entre eux, fragile, le regard bas. Marc m'a embrassé avec une hâte suspecte. Chloé a inspecté chaque recoin de ma demeure, comme si elle évaluait déjà la valeur des murs. « Assieds-toi un instant, Marguerite », a-t-elle lancé avec une prévenance inhabituelle. « Je t'ai préparé une infusion dans ton bol fétiche. Je sais combien tu apprécies ce mélange d'agrumes. » J'ai alors vu sur la table mon grand bol orné de motifs floraux, d'où montait une vapeur parfumée. Je ne l'avais pas vue s'activer dans la cuisine. Elle avait dû agir avec une rapidité de prédateur pendant que je m'occupais de Mathias.
Je les remerciai avec une réserve instinctive. Ils sont partis précipitamment, Marc évoquant les contacts en cas de problème, le médecin du navire et la sécurité du voyage. Finalement, la porte s'est refermée avec un bruit sourd, laissant Mathias et moi dans le calme oppressant de l'appartement. Je me suis approché du bol, sentant la chaleur se diffuser. C'est à cet instant précis que Mathias a cessé ses balancements mécaniques. Il a levé la tête. Ses yeux étaient soudainement animés d'une force vitale que je n'avais jamais rencontrée. Il a fixé le liquide fumant, puis a plongé son regard dans le mien avec une intensité insupportable. J'ai ressenti un frisson glacial, et c'est là que le miracle s'est produit. Mathias a entrouvert les lèvres. J'ai cru à une illusion, mais il a pris une profonde inspiration et a murmuré d'une voix d'une clarté absolue. « Grand-mère, je t'en supplie, ne bois pas ce thé. Maman a versé une poudre blanche dedans. Elle veut que tu t'endormes pour toujours. » Ma main s'est paralysée, et le bol a manqué de s'écraser au sol. Mon sang a cessé de couler dans mes veines. Mathias venait de briser des années de silence. Mais le bonheur de l'entendre était balayé par l'horreur de son avertissement. « Que dis-tu, mon petit ange ?» ai-je murmuré, espérant avoir mal entendu. Il ne se balançait plus. Il se tenait debout, ses petites mains serrées l'une contre l'autre. « Ne bois pas. » J'ai vu maman sortir un sachet caché dans sa manche. Elle a tout versé et elle a souri. Elle a dit à quelqu'un au téléphone que ton cœur allait bientôt cesser de battre et que l'appartement serait enfin libre. Elle a dit que papa n'en saurait jamais rien. Je suis resté prostré, le souffle court. Les murs de ma vie semblaient se dissiper. Mathias a continué à parler, révélant la vérité sur son silence. Elle m'a menacé. Elle a dit que si je parlais, on me séparerait de vous et qu'on m'enfermerait. Elle a dit que si je disais un mot, ce serait ma faute si tu mourais. Alors je me suis tue pour te protéger. J'ai ressenti une fureur sourde, une tordeur que je croyais avoir oubliée. Comment avais-je pu ignorer la malveillance qui grandissait sous mon toit? J'avais fait confiance à des experts, la vérité était là, devant moi. J'ai regardé l'infusion. L'arôme d'agrumes me paraissait maintenant porteur de mort. Nous allons être plus forts qu'eux, mon trésor, ai-je dit en retrouvant ma contenance. J'ai emmené le bol dans la salle d'eau et j'ai observé le liquide sombre s'écouler dans le siphon, telle une menace que l'on écarte. J'ai nettoyé le bol avec une méticulosité de chirurgien. Puis je suis retourné vers l'enfant. Mathias, pour le moment, reste notre allié secret. Ne parle à personne de ce que tu m'as dit. Nous devons agir dans l'ombre. Une résolution nouvelle s'est emparée de moi. Je n'allais pas seulement protéger Mathias, j'allais anéantir leur plan diabolique. Le lendemain, j'ai contacté ma vieille amie Brigitte, qui avait exercé dans la toxicologie. Je ne lui ai pas révélé toute l'histoire, prétextant un doute sur la qualité de mes produits ménagers. Elle a accepté de tester un échantillon du sachet que j'avais réussi à retrouver au fond de ma poubelle. Pendant que Marc et Chloé célébraient leur prétendue victoire en haute mer, je préparais ma propre défense. J'ai rencontré un expert légal en toute discrétion. J'ai rédigé un nouveau testament, d'une précision juridique implacable, faisant de Mathias mon unique héritier universel et désignant Brigitte comme sa protectrice légale, excluant définitivement Marc et Chloé de toute succession. Chaque minute d'attente était un supplice. Mathias dessinait des paysages d'une gaieté retrouvée, son regard restait vigilant. Un après-midi de grisaille, Brigitte m'a téléphoné. Sa voix était chargée de gravité. « Marguerite, ce que j'ai trouvé dans ce sachet est effrayant. C'est un puissant sédatif qui, associé à ton traitement pour le cœur, aurait provoqué un arrêt systémique foudroyant. On aurait conclu à une mort naturelle due à la vieillesse. » J'ai senti le sol se dérober, je n'ai pas flanché. Le doute n'était plus permis. Chloé avait réellement prémédité mon effacement. Merci, Brigitte. Conserve ces preuves précieusement. L'heure de la vérité approche. J'ai raccroché et j'ai serré Mathias dans mes bras. Il savait. Il comprenait tout. Le lendemain, Marc a envoyé un message laconique. Nous accostons demain soir. Nous arrivons avec de grands projets. Mathias doit nous attendre avec impatience. J'ai laissé le téléphone de côté sans répondre. J'ai commencé à cuisiner les plats favoris de Marc. Cette fois, c'était le banquet de leur déchéance morale que je préparais. La soirée de leur retour fut lourde, saturée d'une tension que seul Mathias semblait ignorer, feignant à nouveau son mutisme.
Ils ont franchi le seuil avec des sourires forcés et des récits de luxe. Chloé a immédiatement jeté un regard vers mon buffet, guettant sans doute un signe de ma faiblesse physique. « Tu sembles avoir retrouvé une seconde jeunesse, Marguerite » a-t-elle lancé avec un dépit à peine voilé. J'ai répondu par un sourire de marbre. « En effet, ma chère. On se sent plus léger quand on connaît enfin ses ennemis. » Marc a commencé à exposer ses plans de vente, sa villa de rêve et le futur qu'il imaginait pour nous tous. J'ai attendu qu'il termine sa démonstration de cupidité. Puis, j'ai posé le rapport de Brigitte et la copie de mon Nouveau Testament sur la table. Le silence qui a suivi fut comme un couperet. Chloé est devenue livide, ses mains se crispant sur son sac à main de prix. Marc a lu les documents, son visage se décomposant à chaque ligne. « Maman, c'est quoi ce délire ? Des analyses chimiques ? Un testament déshéritant ton fils ?» J'ai fixé Chloé droit dans les yeux. « Interroge ton épouse, Marc. Demande-lui quel poison elle a glissé dans mon bol le matin de votre départ pour s'emparer de mon toit. » Chloé a tenté de simuler l'indignation, criant au complot d'une femme sénile. C'est alors que Mathias s'est levé lentement. Il a marché vers son père, lui a pris la main et a déclaré d'une voix qui a glacé la pièce. « Elle ne ment pas, papa. J'ai tout filmé avec mon petit appareil de jeu. Et j'ai tout entendu. » Marc s'est effondré sur sa chaise, terrassé par l'ampleur de la trahison et par la voix de son fils qu'il croyait perdu. Chloé a tenté une ultime manipulation, j'ai levé la main avec une autorité absolue. « C'est la fin de ta comédie. Tu vas quitter ce foyer sur le champ. J'ai déjà alerté les autorités et maître Valois. Marc, tu as un choix à faire. Ton fils ou cette femme qui a tenté d'assassiner ta mère. » Marc a regardé Mathias, puis a fixé Chloé avec un dégoût viscéral. Il n'a pas prononcé un mot, son doigt pointé vers la porte fut le verdict final. Chloé a ramassé ses affaires, et elle s'est volatilisée dans la nuit, laissant derrière elle les débris de son ambition. Les mois ont passé. La procédure de divorce suit son cours, et Marc tente péniblement de reconstruire sa relation avec Mathias. Mon petit-fils est désormais le premier de sa classe, et son rire remplit enfin les pièces de mon appartement. Nous passons nos soirées sur la véranda, admirant les marronniers qui refleurissent. « Tu es heureuse, Babsu ?» me demande-t-il souvent. Je caresse ses cheveux sombres et je souris avec une paix que je n'avais jamais connue. Ma revanche ne fut pas sanglante, elle fut juste. Chaque souffle de Mathias est une victoire sur leur noirceur. Je suis Marguerite, et j'ai enfin retrouvé ma dignité à travers le courage d'un enfant que tout le monde croyait muet.